Dans la précédente vidéo de cette sous-partie sur la programmation asynchrone, nous avons appris que le JavaScript est un langage monotrique qui se base sur un modèle asynchrone non bloquant. Nous avons aussi appris que l'une des façons de gérer les tâches asynchrones en JavaScript est de passer par l'utilisation des callbacks. L'objectif de cette vidéo est de vous faire découvrir les callbacks et comment les utiliser en JavaScript pour réaliser des tâches asynchrones. Je commencerai cette vidéo par une analogie, celle d'un restaurant emporté qui ne fait pas de livraison. Bref, il faut passer chercher soi-même sa commande lorsqu'elle est prête. Pour passer une commande, il faut contacter le restaurant par téléphone. Et pour chaque commande, le client doit laisser un numéro de téléphone sur lequel on doit le rappeler quand la commande sera prête afin qu'il passe le chercher. Si vous avez suivi la précédente vidéo, alors vous aurez compris que nous sommes dans un système asynchrone où plusieurs commandes peuvent être passées par différents clients en parallèle. Lorsque la commande d'un client est prête, on l'appelle sur le numéro de téléphone qu'il a donné lorsqu'il a passé la commande. Dans cette analogie, le numéro de téléphone utilisé pour appeler le client lorsque sa commande est prête correspond au concept de callback en programmation asynchrone. Dans ce cas, le callback est une fonction de rappel qui permet d'informer l'initiateur de la commande ou d'une tâche lorsque cette tâche est terminée. Nous avons vu dans le chapitre sur la programmation fonctionnelle en JavaScript que les fonctions en JavaScript sont des high order functions, c'est-à-dire qu'elles peuvent être passées en paramètre à d'autres fonctions ou être retournées comme résultat de fonctions. Dans la pratique, un callback est une fonction qui est passée en paramètre à une autre fonction, qui fera appel à ce callback à un moment donné dans le futur, généralement à la fin de l'exécution de la fonction auquel elle a été passée en paramètre, et cela pour effectuer une opération donnée. Dans la majorité des cas, les callbacks sont fournis afin d'être appelés à la fin de l'exécution d'une tâche qui prend du temps ou lorsqu'un événement spécifique se produit. Comme exemple, nous avons la fonction setTimeout qui prend en paramètre un callback qui sera appelé après un certain temps écoulé, indiqué en millisecondes. Dans l'exemple que nous avons ici, nous avons la fonction logEnd qui est passée en paramètre à la fonction setTimeout pour être appelée après 1 seconde. Donc dans le cas que nous avons ici, la fonction logEnd représente un callback, c'est-à-dire une fonction qui est passée à une autre fonction. Donc on voit que la fonction logEnd représente dans ce cas le callback qui sera appelé après les 1 seconde que nous avons indiqué ici. Donc si nous exécutons ce code, donc nous voyons qu'après 1 seconde, nous avons la fonction logEnd qui est exécutée, ce qui permet l'affichage du finish que nous avons dans notre console. Nous avons ici un second exemple où nous avons une fonction qui prend plusieurs callbacks qui seront appelés à un moment donné lors de l'exécution de la fonction processRange ici. Donc si nous procédons à l'analyse du code que nous avons ici, dans un premier temps, on déclare une fonction processRange. On procède ensuite à la déclaration d'autres fonctions, ici en utilisant les arrow functions. Et on voit par la suite que nous passons ces fonctions que nous avons définies ici en paramètre à la fonction processRange que nous avons là. Donc cette fonction processRange prend en paramètre un certain nombre de paramètres dont certains représentent des fonctions. Donc il s'agit dans ce cas de callback à appeler à différentes étapes de l'exécution de cette fonction. Donc si nous nous intéressons maintenant au corps de cette fonction et que nous procédons également à son analyse, donc dans un premier temps on procède à une vérification rapide pour vérifier si les arguments passés en paramètre à cette fonction vérifient une certaine condition. Si c'est pas le cas, alors on fait appel au callback, error callback, qui est le dernier paramètre passé à cette fonction lors de son utilisation. Donc si avant de procéder, de continuer à l'analyse de la fonction, le but du code ici, c'est que cette fonction prend un certain nombre de paramètres dont les deux premiers représentent un début d'intervalle et la fin d'un intervalle. Donc le but de la fonction est d'afficher des valeurs en se basant sur les callbacks qui sont fournis ici. Donc lors du parcours de cet intervalle, lorsque la fonction va déterminer une valeur qui est impaire, donc elle fera appel à ce callback. Lorsqu'elle va déterminer une valeur qui sera paire dans cet intervalle, elle fera appel à ce callback ou à cette fonction. Et lorsqu'il y a une erreur lors de l'exécution, elle fera appel à cette fonction qui est passée en paramètre ici. Donc comme nous avons vu, les callbacks, ce sont de simples fonctions qui sont passées en paramètre à d'autres fonctions pour être appelées. Donc tous ces paramètres ici représentent en fait des callbacks. Donc d'où le nom CB pour dire que c'est des callbacks. Donc c'est à l'utilisateur de définir le callback à passer à paramètre à cette fonction process pour être appelé lorsque lors du parcours de cet intervalle, les valeurs trouvées respecteront certaines conditions.
Donc si nous procédons maintenant à l'analyse du code, donc nous avons vu déjà la partie vérification des valeurs pour voir si la valeur fournie, le end ne doit pas être inférieur au stat pour que l'intervalle soit un intervalle croissant. Donc du coup, nous procédons ensuite à une petite boucle ici. Et lorsqu'on trouve que la valeur retrouvée dans cet intervalle, on parcourt cet intervalle à travers cette boucle ici. Donc lorsqu'on retrouve que la valeur qu'on est en train de parcourir ou qu'on est en train de visiter est paire, alors on fait appel au callback qui est passé ici, le even callback, le deuxième callback, en lui passant la valeur en question. Donc c'est à l'utilisateur de définir comment utiliser cette valeur. Donc l'utilisateur doit fournir une fonction qui prend en paramètre une valeur donnée qui sera dans ce cas la valeur paire. Donc pareil pour le odd callback aussi qui est appelé lorsque cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que la valeur est impaire. Donc si nous procédons à l'analyse maintenant de l'usage, donc ici nous définissons une fonction log even qui nous permet simplement d'afficher la valeur qui est fournie, qui sera fournie au callback lors de son appel. Mais le travail supplémentaire que fait cette fonction, c'est juste que la valeur qui lui a passé ici avant de l'afficher, la fonction fait préficer la valeur du test even pour savoir que nous sommes dans le cas d'un nombre pair. Donc nous avons une seconde fonction également ici qui fait pareil, fait préficer la valeur de odd. Et le cas de l'erreur, la fonction ne fait que redéclencher l'erreur qui est passée en paramètre ici. Donc ça veut dire que cette fonction ne déclare pas, la fonction ne procède pas à l'émission elle-même de l'erreur, mais délègue ça au callback pour que l'utilisateur de cette fonction gère ça lui-même. Donc si nous procédons à l'exécution de ce code, donc nous voyons ici que à l'utilisation, nous passons la valeur 10 et 15. Donc ça veut dire que la fonction ici va procéder au parcours de cet intervalle. Donc lorsque la fonction va trouver un nombre impair dans cet intervalle, la fonction fera appel à ce callback. Lorsque la fonction va trouver une valeur qui est paire, elle fera appel à ces callbacks. Et lorsqu'il y a une erreur, la fonction va faire appel à ce callback. Donc si on se réfère au résultat ici, on voit que la valeur 10, qui est une valeur paire, est appelée avec la fonction log_even que nous avons définie ici. Donc toutes les valeurs qui sont paires qu'on retrouve ici ont été appelées avec le log_even et les valeurs qui sont impaires ont été appelées avec la fonction log_odd que nous avons définie ici. Donc le but ici, c'est de montrer que on peut avoir une fonction qui prend en paramètre plusieurs callbacks comme nous l'avons ici. Donc on peut également avoir une fonction qui prend en paramètre un seul callback, comme le cas précédent que nous avons vu du setTimeout, qui permet de faire appel à un callback après un certain temps en millisecondes. Donc c'est à la personne qui crée la fonction de définir comment les callbacks seront utilisés. Il faut noter qu'un callback, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas forcément asynchrone. Tout est fonction de la façon dont la fonction appelante fait appel au callback. Et ceci nous amène à la notion de callback asynchrone et de callback synchrone. Nous avons ici un code dont l'objectif est de montrer le fonctionnement d'un callback synchrone. Un callback est dit synchrone lorsqu'il est exécuté pendant l'exécution de la fonction auquel il est passé en paramètre. En d'autres termes, les callbacks synchrones sont bloquants. La fonction à laquelle le callback synchrone est passé en paramètre n'achève pas son exécution tant que le callback n'a pas terminé son exécution. Donc nous allons démontrer cela à travers le code que nous avons ici. Si nous procédons à l'analyse rapide du code que nous avons ici, dans un premier temps, on affiche le message start à l'écran. Ensuite, on fait appel à la fonction log_sync_task qui permet de simuler un long appel synchrone et qui prend en paramètre un callback, c'est-à-dire une fonction qui sera appelée à la fin de la tâche qui prend du temps. Donc dans ce cas, nous passons la fonction ou ce callback dont l'objectif est juste d'afficher dans la console finish long task pour dire que cette tâche s'est terminée. Donc on s'attend à ce que cette fonction qui est passée comme callback ici remplace le done que nous avons là. C'est-à-dire qu'elle sera appelée à la fin de l'exécution de la tâche, de la longue tâche que nous sommes en train de simuler en utilisant le code qui est ici. Ensuite, nous procédons à l'affichage à l'écran
du message end pour dire que notre programme a terminé son exécution. Si nous procédons maintenant à l'exécution de ce code, donc nous voyons que le message start est affiché. On attend ensuite l'exécution de la tâche synchrone qui prend du temps. Et à la fin de l'exécution de cette tâche, c'est seulement à la fin de l'exécution de cette tâche que le message end est affiché ici. Donc ce callback ici est un callback bloquant, c'est-à-dire un callback synchrone. Donc sera exécuté qu'à la fin de l'exécution de cette tâche qui prend du temps. Donc dans ce cas, l'exécution du callback ne se termine pas ou ne s'effectue pas avant la fin de l'exécution de notre tâche qui prend du temps. Donc pour vérifier cela, on peut juste ajouter ici un console log par exemple, pour dire par exemple que nous voulons afficher le message, supposons end long task. Si nous mettons ici end long task. Donc si j'enregistre là et que je retourne dans mon navigateur, que je procède à l'exécution de nouveau du code, donc le résultat serait que d'abord nous avons le start qui sera appelé, suivi de l'exécution de la tâche qui prend du temps, donc suivi du end long task, suivi du end que nous avons ici. Donc la raison c'est que ce callback faisant partie de ce callback étant synchrone, elle sera exécutée pendant l'exécution de notre fonction appelante, vu que nous sommes dans un modèle d'exécution synchrone. Donc du coup, ici, on voit que cette fonction longTask ne se termine pas tant que le done ici n'est pas appelé, c'est-à-dire tant que le finish longTask n'est pas appelé. Donc si nous procédons à l'analyse du résultat ici, on voit bien que la fonction à laquelle le callback synchrone est passé en paramètre n'achève pas son exécution tant que le callback n'a pas terminé son exécution. Parce que là, le console log end long task ici marque la fin, la ligne que nous avons ici marque la fin de notre fonction appelante. Donc cette fonction ne se termine que après que le callback que nous avons passé en paramètre ici est appelé. Donc il s'agit d'un callback synchrone, donc un callback bloquant. Donc tant que le callback n'est pas appelé ou ne finit pas son exécution, cette fonction ici ne termine pas, la fonction longTask ne termine pas son exécution. Nous avons ici un second exemple dont l'objectif est de démontrer l'exécution d'un callback asynchrone. Un callback est dit asynchrone lorsqu'il est exécuté après l'exécution de la fonction auquel il est passé en paramètre. En d'autres termes, les callbacks asynchrones sont non bloquants. C'est-à-dire que la fonction qui prend en paramètre le callback continue et achève son exécution sans attendre la fin du callback. Donc nous allons procéder ici à l'exécution de ce code pour voir à quoi ressemble un callback asynchrone. Donc si nous procédons à l'analyse rapide du code, nous avons à peu près la même chose que tout à l'heure, mais juste que nous utilisons dans le long async task le setTimeout pour pouvoir rendre l'appel de ce callback que nous avons ici asynchrone. Donc si nous retournons dans notre navigateur et que nous procédons à l'exécution de ce code, on voit d'abord que le message start est affiché, suivi du message end. Donc l'appel de notre tâche qui prend du temps fera appel à la fonction done, c'est-à-dire le callback que nous avons passé en paramètre ici, lorsque la tâche que nous simulons, qui est une longue tâche ici, sera terminée. Donc la différence avec ce que nous avons vu si nous analysons le résultat, c'est que la fonction appelante ici termine son exécution sans attendre la fin de l'exécution du callback que nous avons ici. Donc pour tester cela, il me suffit par exemple de mettre ici un affichage. Donc ici je vais également mettre ici end task par exemple, end long task. Donc ceci nous permet de savoir que la fonction ici, le long async task est terminé. Donc si ce message s'affiche, c'est que la fonction long task est terminée, son exécution est terminée.
Donc si nous procédons ici à l'exécution de nouveau du code, donc on remarque que nous avons le start suivi de la fin de la fonction long async task. Donc cette fonction dans ce cas n'attend pas la fin de notre callback que nous avons défini ici avant de terminer son exécution, contrairement à ce que nous avons vu précédemment, où la fonction attendait la fin de l'exécution de la tâche ou du callback avant de réaliser l'affichage du message que nous avons ici, c'est-à-dire de terminer son exécution. Donc si nous procédons à l'analyse du résultat, on voit ici que la fonction long async task se termine ici avec l'affichage de ce message avant même que le callback que nous avons défini qui affiche le finish long task ne soit appelé. Donc la fonction qui fait appel au callback n'attend pas l'exécution du callback avant de continuer son exécution ou de terminer son exécution, contrairement à ce que nous avons vu dans le cas des callbacks synchrones où la fonction appelante termine son exécution que lorsque le callback a fini de s'exécuter. Pour résumer, les callbacks synchrones sont bloquants, c'est-à-dire que la fonction à laquelle ils sont passés en paramètre ne termine son exécution que après la fin de l'exécution des callbacks. Alors que dans le cas des callbacks asynchrones, la fonction à laquelle ces callbacks sont passés en paramètre n'attend pas la fin de l'exécution des callbacks pour terminer son exécution. C'est-à-dire que les callbacks asynchrones sont non bloquants. Supposons que nous avons 5 tâches à exécuter dans un ordre spécifique avec un délai d'1 seconde entre l'exécution de chaque tâche. La première tâche démarre 1 seconde après le lancement du programme. La deuxième tâche débute 1 seconde après la fin de la première. La troisième démarre 1 seconde après la fin de la deuxième et ainsi de suite jusqu'à la 5e tâche. Pour assurer l'exécution dans le bon ordre, nous pouvons écrire le code suivant. Si nous procédons à l'analyse du code ici, donc dans un premier temps, nous procédons à la mise en place d'un timer qui va se déclencher après 1 seconde. Donc après l'exécution de ce timer, c'est-à-dire après les 1 seconde, nous affichons task 1 pour simuler l'exécution et la fin de la première tâche. Ensuite, nous démarrons un nouveau timer qui va prendre également 1 seconde. Et après ces 1 seconde, nous procédons à l'affichage de task 2 pour simuler que nous avons exécuté et fini la deuxième tâche. Nous démarrons ensuite un nouveau timer qui va également prendre 1 seconde. Donc on procède ainsi jusqu'à la réalisation ou la finition de la 5e tâche. Donc nous pourrons retourner dans notre navigateur, procéder à l'exécution déjà pour s'assurer que le code fonctionne comme nous le souhaitons. Donc on attend 1 seconde, task 1 est affiché, après 1 seconde, task 2 affiché, après 1 seconde, task 3 est affiché, ainsi de suite jusqu'à la dernière tâche. Donc le code répond bien au résultat attendu. Donc si nous nous retournons au code et que nous procédons à son analyse ici, si je commence par réduire ici le code pour sa lisibilité, la remarque qu'on fait ici, c'est que à chaque fois qu'on ajoute une nouvelle tâche ici, si je réduis, je vais essayer de réduire tous les set timeouts depuis le bas ici pour mieux montrer où est supposée la chose. Donc ici, si nous commençons par lire le code depuis là, la remarque qu'on fait en procédant à l'analyse du code, c'est que à chaque fois qu'on ajoute une nouvelle tâche, on a ajouté une nouvelle tâche ici, donc là on ajoute une nouvelle tâche. Donc à chaque fois que nous ajoutons une nouvelle tâche, on remarque que l'indentation du code augmente. Donc le code, on remarque que l'indentation se fait dans ce sens. Donc à chaque fois qu'on ajoute une nouvelle tâche, on remarque que l'indentation augmente vers la droite. Donc lorsqu'on va ajouter encore une nouvelle tâche ici, on va remarquer, si je fais par exemple ça, en supposant que nous avons une 6e tâche, si j'ajoute encore une 6e tâche ici, donc on voit que à chaque fois, l'indentation augmente vers la droite. Donc si on continue ainsi, je peux continuer ainsi. Pour la tâche 7,
ainsi de suite. Donc à un moment, on n'aura plus, si on continue dans ce sens, à un moment, on n'aura plus d'espace dans notre éditeur. Donc on voit que le code va dans ce sens. Plus on ajoute de nouvelles tâches, plus le code va dans ce sens, créant ainsi une sorte de pyramide. Donc je peux ramener le code à la normale. Donc créant ainsi une sorte de pyramide. Cette pyramide est ce qu'on appelle en JavaScript le callback hell. Là, nous sommes dans un cas d'un programme simple qui consiste juste à afficher des tâches avec des temps de séparation d'une seconde. Mais pour un programme plus complexe, l'utilisation des callbacks peut rendre le code illisible et même des fois difficile à comprendre. Et pour éviter cela, il existe des pratiques comme l'utilisation des fonctions nommées lors de la définition des callbacks. Je mettrai donc en description de cette vidéo un lien vers un post en anglais qui donne encore plus de détails sur le callback hell que vous pouvez lire pour votre propre culture si vous le souhaitez. Nous avons ici notre code de tout à l'heure qui est réécrit en utilisant cette fois-ci des fonctions nommées. Donc si nous procédons maintenant à l'analyse du code, on voit que le code est plus lisible et plus compréhensible que le code que nous avons écrit précédemment. Donc si nous procédons à l'analyse du code, donc on dit ici qu'on met en place un timer qui fera appel à une fonction qui est ici task1. Donc si nous revenons ici, donc cette fonction lors de son appel fait appel à un nouveau setTimeout qui définit un nouveau timeout, un nouveau timer qui sera appelé après une seconde. Donc on voit qu'on peut procéder à une refactorisation en utilisant des fonctions nommées, par exemple pour écrire le code que nous avons tout à l'heure. Donc de cette façon, le code devient plus lisible. Donc on voit naturellement ici que nous faisons appel à cette timeout pour définir un timer qui sera appelé dans une seconde. Après une seconde, donc après les une seconde, on fait appel à cette fonction. Donc l'analyse du code, si on vient là, on sait que lors de l'appel de cette fonction, on affiche ceci et qu'on met en place un nouveau timer qui va faire appel à cette fonction que nous avons ici. Donc ainsi, de suite, on peut procéder à l'analyse et comprendre de façon séquentielle l'exécution de ce code, contrairement à ce que nous avons vu tout à l'heure avec cette timeout qui créait un callback hell. Mais il est important de noter que connaître ces règles, par exemple le fait de nommer des callbacks ou d'utiliser des fonctions nommées pour définir des callbacks, n'est pas évident pour quelqu'un qui apprend le langage pour la première fois. Nous allons quand même procéder à l'exécution du code pour nous assurer que le code marche bien. Donc du coup, je vais retourner dans mon navigateur ici. J'exécute le code. J'ai une erreur ici. On me dit que j'ai un set timeout qui n'existe pas. Donc du coup, j'ai fait une erreur ici. Je fais juste une simple recherche. Donc il s'agit de set timeout au lieu de set timeout. Donc du coup, je retourne dans mon navigateur, je procède de nouveau à l'exécution du code. Donc là, après une seconde, j'ai task 1, après 2 secondes, task 2, ainsi de suite jusqu'à la dernière tâche. Donc juste pour montrer que le code que nous avons ici, qui est plus lisible que l'ancien code, s'exécute ou permet de faire la même chose que le code précédent qui avait le problème du callback hell. Comme nous venons de le voir, pour un programme plus complexe, l'utilisation de callback pour gérer des opérations asynchrones peut rendre le code illisible et difficile à comprendre en l'absence de l'utilisation de certaines bonnes pratiques, comme l'utilisation des fonctions nommées. Pour résoudre ce problème, d'autres solutions telles que l'utilisation des promesses, des async awaits et les flux d'événements ont été développées pour gérer plus efficacement la programmation asynchrone en JavaScript. Ceci nous permet ainsi de clore cette deuxième vidéo de la sous-partie sur la programmation asynchrone, dans laquelle nous avons appris ce que c'est qu'un callback, c'est-à-dire de simples fonctions qui sont passées en paramètre à d'autres fonctions, afin d'être appelées à une étape donnée de l'exécution de la fonction appelante ou de la fonction à laquelle ils ont été passés en paramètre. Cette vidéo nous a également permis de voir la différence entre les callbacks synchrones et les callbacks asynchrones, et également de voir le problème de callback hell que crée l'utilisation des callbacks pour gérer des codes asynchrones lorsque certaines bonnes pratiques comme l'utilisation des fonctions nommées n'est pas respectée. Dans la prochaine vidéo de cette sous-partie sur la programmation asynchrone, nous aborderons les promesses qui constituent une autre façon de réaliser de la programmation asynchrone
mais en utilisant une syntaxe plus simple qui nous permet également d'éviter le callback help. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.